Bienvenue dans l'invité où nous parlons du Mali. Aujourd'hui, les jours de la MINUSMA sont-ils comptés? La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a vu son mandat renouvelé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en 2022, mandat qui prend fin le 30 juin 2023. Alors, les jours de la MINUSMA sont-ils comptés? Nous en parlons aujourd'hui avec Luc Abaki. Bonsoir Luc et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume. Alors, ma première question directement, que doit-on savoir du mandat de la MINUSMA et des autres missions des Nations Unies dans plusieurs pays aujourd'hui? Alors, la MINUSMA, comme vous l'avez dit, c'est la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali. Donc, c'est une initiative qui a été prise par les Nations Unies justement pour venir en appui aux efforts que mènent les autorités maliennes en vue justement de stabiliser leur pays, voyez-vous. Donc, cette initiative a été prise en 2013, en avril 2013, par la résolution 2100, dans le but d'amener d'apporter un soutien conséquent dans le domaine à la fois des droits de l'homme, de la sécurité, du dialogue politique, de l'humanitaire, etc. De sorte que le Mali puisse se retrouver en tant que État constitué, en tant que nation, voilà, qui va pouvoir s'assumer en tant que tel. Il se trouve justement que depuis 2013, où cette mission-là est au Mali, avec près de, je vais dire quoi, pratiquement 15 000 hommes, et le Mali n'a pas connu de stabilité. Or, la vocation précisément de la MINUSMA, c'est d'instaurer, de travailler dans le sens d'avoir la stabilité. C'est de travailler de sorte que les Maliens puissent connaître une certaine quiétude en termes de sécurité. Et vous avez la preuve que depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, le Mali est pratiquement en train de se débrouiller tout seul pratiquement parce que c'est plutôt un certain conflit, sinon des mésententes, des difficultés de collaboration qu'on enregistre dans le vécu même de cette MINUSMA au Mali. Et dans ces conditions-là, est-ce que à la fin de ce mandat qui est donc prévu pour le 30 juin prochain, il serait opportun qu'on puisse renouveler une telle mission, alors qu'en réalité, elle devient pratiquement une vraie menace au Mali, dès l'instant où il y a beaucoup de contingences, beaucoup de malentendus, beaucoup de conflits, beaucoup de sous-entendus dans les rapports entre la MINUSMA et l'État malien. Vous parlez tout à l'heure de malentendus, de sous-entendus entre les dirigeants maliens et la MINUSMA. Qu'est-ce qui crée ces différences de compréhension, peut-être par rapport à la mission de la MINUSMA? Non, c'est très simple. En fait, l'idéal ou l'objectif pour lequel on a mis en place cette mission est un objectif noble, comme je l'ai dit. Mais il se trouve qu'en fait, les puissances occidentales ont leur agenda, ont un calcul. Elles ont tendance à vouloir imposer aux États d'Afrique leur dictat, leur vision, leur volonté, au point même d'intervenir dans le choix des leaders, en tout cas des dirigeants politiques en Afrique. Le principal conflit qui est né entre la MINUSMA et l'État malien est donc survenu à la suite de l'arrivée de l'équipe de Assimi Goïta, donc par un renversement du régime de Banda, d'abord de Ibeka et ensuite de Banda. Donc, la France notamment, qui, je dois le rappeler, dans ce contexte de la MINUSMA, d'abord au niveau des Nations Unies, tient le portefeuille du secrétariat d'État adjoint chargé du maintien de la paix, dont le patron est certain Jean-Pierre Lacroix, c'est un bon français, C'est la France donc qui élabore les résolutions qui concernent justement la vie de l'ensemble des pays où les différentes missions des Nations Unies sont déployées. Donc la France a cru devoir imposer au Mali une certaine conduite, en tout cas aux dirigeants maliens, une certaine conduite, ce qui n'a pas marché du tout. Vous avez vu combien il a été difficile, les rapports entre la force Barkhane et les autorités maliennes l'année dernière, au point où, en août 2022, la force Barkhane a été obligée de déguerpir tout simplement. Et donc, dans ces conditions-là, la France se sentant heurtée, sinon humiliée, elle a envie de prendre sa revanche. Elle utilise alors les instruments de la MINUSMA, notamment ces questions des droits de l'homme, mais surtout aussi, vous savez, le pool de la police de la MINUSMA est dirigé par une Française. C'est une générale d'armée française qui s'appelle Patricia Bouquetti. Cette dame, c'est elle qui contrôle toute la police qui est de 1920 hommes au niveau de Bamako. Et c'est parmi ces éléments-là qu'on a choisi des gens qui ont donc rédigé le rapport récent qui fait aujourd'hui objet d'une réelle polémique à Bamako. Donc, tout cela fait qu'on a le sentiment
que la MINUSMA n'est pas là, en fait, au service du peuple malien et de l'État malien, mais elle est en train d'exécuter un agenda caché qui viserait plutôt à entamer l'intégrité du territoire malien, la vie, la confiance du peuple malien, et tout cela participe justement à ébranler ou à endommager sérieusement les relations entre les deux institutions, en tout cas la MINUSMA et l'État malien. Vous parliez tout à l'heure du rapport de la MINUSMA, justement rapport qui n'a pas été approuvé par le gouvernement malien. Qu'est-ce qui fait que sur un fait où on devrait avoir la même version, qu'on soit dirigeant malien ou des Nations Unies, notamment de la MINUSMA, on a aujourd'hui deux versions diamétralement opposées et qui créent vraiment de la polémique au sein de la classe politique et sociale malienne? Vous parlez justement d'un fait. Encore faudrait-il qu'il existe un fait. Parce que le rapport en question fait état des violations des droits de l'homme, des massacres à Moura. Alors qu'en réalité, le fait, c'était une attaque contre un sanctuaire terroriste. Vous voyez? Donc, il y a un problème sérieux dans le positionnement de ces puissances occidentales, et notamment de la France. Vous voyez? Elle a tendance à donner des leçons sur ces questions des droits de l'homme. J'avais effleuré un peu cette question-là la dernière fois dans l'une de mes émissions pour dire qu'en réalité, lorsqu'on parle des droits de l'homme, ce sont les peuples d'Afrique qui incarnent véritablement les droits de l'homme. Pourquoi? Vous savez, dans nos sociétés, les droits de l'homme, c'est quoi? C'est d'abord le droit à l'existence, donc à vivre. Le droit à avoir la pitance quotidienne pour manger. Le droit à aller à l'école, à s'instruire, etc., etc. Le droit à un certain nombre d'avantages qui puissent donner une fierté d'existence à un citoyen. Ces éléments-là, nous les vivons dans nos communautés tous les jours. Lorsqu'un enfant est en train d'errer, par exemple, dans la rue, dans nos communautés, et qu'une famille est en train de manger, on ne demande pas l'origine de l'enfant. On l'appelle tout simplement, on dit, mais mon fils, venez manger. L'enfant est un bien commun. On peut lui servir un repas, même dans la pomme de ses mains, et il mange. S'il part, on est en train de faire une récolte quelque part, etc., il vient aider tout simplement, et après, on lui puise une partie. Donc, c'est ça le droit humain. Nous célébrons la vie en Afrique. Nous sommes portés par ce principe où l'être humain est une richesse. Et un enfant est un bien commun. En tant que tel, nous sommes plus conscients de ce que vaut la vie humaine. Lorsque vous sortez d'une telle communauté et vous devenez dirigeant, vous êtes mu par cette intégration à la personne humaine, vous ne pouvez plus être victime, en tout cas auteur des exactions, au point où quelqu'un comme Assimi Goïta, qui n'a fait que sa vie sur le terrain, qui a vu toutes les injustices, toutes les barricades qui sont donc mises par les forces Barkhane, en tout cas les forces européennes, les forces de la MINUSMA, pour empêcher la lutte contre les terroristes, accède finalement au pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'un tel monsieur a les moyens pour s'en prendre à son peuple, à s'en prendre à une communauté, à faire en sorte qu'il puisse diviser même sa propre communauté, alors qu'il a la vision d'un homme d'État qui doit œuvrer pour construire une nation? Parce qu'il est conscient précisément que c'est avec la nation pour qu'on peut construire véritablement un avenir ou un devenir porteur. Donc voilà un certain nombre d'éléments qui montrent que, en fait, la France joue un jeu extrêmement dangereux et il instrumentalise précisément cette question des droits de l'homme pour diaboliser le régime malien et le mettre à dos contre l'ensemble de la communauté nationale. Malheureusement, c'est une manœuvre qui ne marche pas. Pourquoi? Parce que les valeurs, les idéaux, la vision que le régime malien est en train de poursuivre ou de défendre est une vision dans laquelle pratiquement l'ensemble de toutes les communautés d'Afrique se retrouvent amplement. Et donc, vous voyez combien nous sommes tous ensemble mobilisés pour porter la cause du Mali, parce que nous nous retrouvons entièrement dans ce combat qu'ils sont en train de mener. Dans l'affaire de Moura, qui ne fait pas toujours l'unanimité, il y a toujours une partie de l'opinion malienne qui pense qu'il faut effectivement faire appel à un rapport ou bien une enquête de la CPI. Amnesty International a sorti le dossier l'autre fois, soutenu par d'autres mouvements. Quel regard portez-vous sur cette scission, même au niveau de la société malienne, qui aujourd'hui se montre divisée, même si on sait que la division n'est pas aussi équitable? Il y a certains quand même qui pensent qu'il faut une troisième personne pour départir les deux parties, si je peux me permettre. Le Mali est un État démocratique. Et donc tous les citoyens sont en droit d'exprimer leur opinion. Mais est-ce que vous êtes vraiment convaincu que les opinions sont réellement divisées au Mali? Je doute. Je doute pourquoi? Parce qu'il y a une mobilisation autour du régime malien qui est réelle. Il suffit de consulter un peu les réseaux sociaux, de suivre les médias, etc., etc. Les voix dissonantes, ce sont des voix qui sont généralement instrumentalisées. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez critiquer les actions d'un régime que sur la base des faits.
Alors, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les gens circulent librement à Moura. Et donc, alors que pendant plus de 10 ans, je l'ai dit, c'est une zone qui était inaccessible à aucune force exerçant au Mali n'avait accès à cette localité-là. Précisément parce que c'était une propriété privée de ces terroristes voyous qui sont là juste pour saper les efforts des dirigeants et qui compromettent justement le principe du vivre ensemble que prône normalement tout dirigeant visionnaire. Et donc, cette question qui est... Mais actuellement, l'État malien a ouvert quand même une enquête interne pour voir de quoi il retourne. Alors qu'en fait, les images sont là. Lorsque l'opération aéroportée a été menée, il y a eu des images qui ont montré que des motos étaient calcinées, etc., etc., etc. Je n'ai pas vu des gens de Moura se plaindre de ce qu'on a massacré une population là-bas. Au contraire, les avis qui ont été exprimés là-bas et qui sont largement relayés par l'ensemble de l'opinion malienne, c'est que en réalité, le peuple là a été sauvé, est véritablement soulagé et peut aujourd'hui circuler, mener ses activités, contribuer justement à la vie de la nation malienne. Donc, en tout état de cause, l'amunissement est un instrument des puissances occidentales. Et vous allez constater que de par les faits de l'histoire, toutes les missions qui ont été initiées, que ce soit au Congo, en RDC, en RDC Congo, en RCA, que ce soit au Soudan du Sud et au Mali, ces missions-là n'ont jamais réussi à stabiliser les États. Simplement parce qu'en réalité, les animateurs de ces genres de missions sont beaucoup plus portés par des calculs partisans, par les calculs d'intérêt, par le besoin justement de phagocyter les États et de les fragiliser pour justifier justement cette présence-là. Parce que, vous savez, aujourd'hui, la MINUSMA ou bien les Nations Unies déploient des centaines de milliers de personnels à travers le monde. C'est un fonds de commerce, à vrai dire. Voyez-vous? Et donc, tout cela, dans tous les cas, je pense que les autorités maliennes, ce sont des gens qui ont une culture des résultats, une vision. Et donc, lorsque vous êtes dans cette posture-là, vous ne cédez ni aux sirènes du doute, ni aux sirènes ni à celles de la renommée. Vous restez tout droit, focalisez sur vos objectifs pour aboutir à un résultat précis. Si vous avez des gens qui disent qu'ils veulent vous accompagner et vous pensez et vous constatez par les faits qui ne sont pas efficaces, qui n'arrivent pas à apporter le soutien dont vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de vous coltiner indéfiniment avec ces gens-là, alors que justement ils ont des preuves d'une certaine forme de nuisibilité par rapport à vos actions. Il vaut mieux vous en défaire. J'espère que à la fin donc de cette à la date du 30 juin, le Mali parviendra justement à se libérer de cette question de l'amunissement pour pouvoir faire face aux défis qui se posent véritablement à ce pays-là, parce que les dirigeants maliens ont donné la preuve qu'ils sont capables d'affronter les épreuves, de relever les défis, de télécharger toute leur personnalité et leur énergie sur les besoins, les défis, en tout cas tout ce qui est relatif à la vie de la nation malienne. Et donc on les attend dans ce sens-là. Si on s'en tient à votre développement, en considérant que les missions des Nations Unies, au lieu d'être des missions de stabilisation, sont plutôt des missions de déstabilisation, pourquoi alors les dirigeants africains acceptent de voir ces missions sur le territoire? Parce que ce n'est pas avec Assimi Goïta que ça a commenté. Pourquoi a-t-on accepté d'avoir une MINUSMA? Pourquoi a-t-on accepté d'avoir une MONUSCO? Pourquoi a-t-on accepté d'avoir une MINUSCA, etc.? Vous savez, dans un premier temps, lorsque vous êtes en situation difficile, lorsque vous faites face à une épreuve, le premier réflexe, c'est vrai, c'est de chercher les moyens de souvenir cette situation. Mais c'est aussi accepter les soutiens, l'apport des autres. Parce que nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous sommes là pour nous compléter. Et comprenez bien la mission de l'ONU lorsque cette institution a été mise en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour maintenir la paix dans le monde. La vocation de l'ONU, c'est de faire en sorte que la paix puisse régner après donc les drames, tous les massacres qui ont été engendrés par la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça veut dire qu'a priori sur papier, l'ONU est une institution de référence pour tous les États du monde. Il va de soi que lorsque vous êtes en difficulté, que vous puissiez compter sur cette institution-là. Mais aujourd'hui, il se trouve que cette institution est devenue un instrument d'abus des puissances occidentales. Au point où aujourd'hui, c'est l'ONU même qui travaille pour déséquilibrer les États du monde, notamment les États qu'on considère comme fragiles, comme instables, comme non puissants. Et donc parce que, écoutez, les puissances occidentales ont développé à partir de leur capitalisme là,
une façon biaisée de regarder le monde. Et donc, lorsque vous n'avez pas des armes, lorsque vous n'avez pas d'argent, lorsque vous n'avez pas un nom ou bien votre voix ne porte pas au sein de la communauté internationale, c'est que vous n'êtes rien et on est prêt à vous écraser. C'est exactement ce que la France est en train de faire au Mali et à la France et ses alliés, bien entendu. C'est ce qu'ils ont toujours fait en utilisant des résolutions pour sauter un régime comme celui de Kadhafi, pour créer le désordre un peu partout en Afrique, simplement parce que eux, ils ont besoin de ça pour pouvoir exister, pour pouvoir spolier nos ressources, etc. Comment vous pouvez vous expliquer que les Nations Unies, qui sont donc la tribune mondiale de tous les États du monde, puissent recevoir une plainte d'un État constitué sur la base d'un certain nombre de faits dénonçant l'intelligence, ou en tout cas la complicité que la France entretient avec les mouvements terroristes. Et cette ONU-là, le Conseil de sécurité jusqu'à présent n'a pas siégé. Mais elle valide le principe des rapports sur les violations des droits de l'homme, etc., etc. Or, tous les faits de l'histoire nous le montrent clairement que ce sont les Occidentaux en fait qui briment la vie humaine. À partir de l'instant où ils donnent une préséance à la gloire, à la puissance, aux armes, à l'argent, ils sont en train tout simplement de chosifier, de clochardiser l'être humain au profit justement de tous ces instruments. Donc c'est clair que lorsque vous êtes en situation, oui, vous demandez des soutiens, mais c'est dans les faits que vous vous rendez que non, mais ce sont en réalité des taupes qui viennent, au lieu de vous aider, travaillent pour vous détruire. Et dès l'instant où vous avez cette preuve-là, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, et c'est le cas avec la MINUSMA. À cette allure, risque-t-on d'assister à une rupture des relations entre le Mali et la communauté internationale? Non, 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 écoutez, je crois que cette question n'est pas à l'ordre du jour. D'abord, un État souverain noue de façon délibérée et volontaire ses relations avec ses partenaires au plan mondial. Vous voyez? Aujourd'hui, ceux qui sont en train d'utiliser, de tirer les ficelles à partir des instruments de l'ONU, mais sont en train d'être dénudés par d'autres forces émergentes. Il y a des alternatives qui sont réelles, notamment les BRICS, vous voyez, qui représentent aujourd'hui une force alternative réelle et qui, bien entendu, s'aligne derrière la cause des États comme le Mali, etc. Et donc, il est impossible d'envisager l'isolement d'un pays comme le Mali, dès l'instant où ce pays a suffisamment de ressources naturelles, minières, etc., a une très longue histoire, vous allez voir que le Mali fait toujours l'objet de convoitises des puissances occidentales. Et donc, il appartient à cet instant-là aux puissances, aux dirigeants maliens de se montrer suffisamment lucides, suffisamment clairvoyants, suffisamment attachés aux intérêts du peuple malien, comme justement cette triptyque-là que Assimi Goïta a adopté, notamment la souveraineté, regardez la souveraineté du Mali, respecter les choix stratégiques du Mali, et puis veiller fondamentalement au respect et à la protection des intérêts du peuple malien. S'il reste dans cette logique-là, je peux vous dire que son action va faire tache d'huile, parce que l'ensemble des pays de l'espace francophone en ont souffert pendant des siècles. Et donc aujourd'hui, il va falloir créer une masse critique conséquente qui va porter cette vision-là, de sorte que tous nos États qui ont toujours rampé sous l'ombre, sous le parapluie, sous le joug des puissances occidentales, et notamment la France, puissent s'affranchir de tout cela et commencent à s'assumer par eux-mêmes, de sorte qu'on puisse avoir une fierté d'exister en tant que citoyen à part entière, capable d'apporter par nos réflexions, par nos actions, par nos idées à l'animation de l'humanité dans son ensemble. Dans les mandats de la MINUSMA, on parle du mandat sécuritaire, du mandat humanitaire, des droits de l'homme, etc. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'ensemble de toutes ces missions qui sont dévolues à la MINUSMA à quelques jours ou pratiquement un mois de la fin de cette mission? Non, je pense que le bilan est relativement mitigé, et même sérieusement mitigé. Aujourd'hui, les voix dissonantes, les quelques voix dissonantes qui s'élèvent au Mali pour demander la prolongation donc, du séjour de la MINUSMA, arguent de ce que dans le nord du Mali, la MINUSMA a construit quelques écoles, a construit des dispensaires, apporte quelques appuis. Mais écoutez, le Mali est un État souverain. Et la première richesse d'un pays, c'est son peuple. Et donc, à partir de l'instant où les dirigeants, ils ont des dirigeants visionnaires, capables de semer dans l'esprit de chaque citoyen la graine de l'envie, de l'audace, de l'action, je pense qu'il vaut mieux commencer à regarder cela, se défaire de cette présence-là de la MINUSMA, parce que ce sont des trucs tout à fait éphémères.
sa mission était précisément d'amener l'État malien à se stabiliser et à faire en sorte qu'il puisse évoluer par lui-même. Dès l'instant où il a échoué de ce point de vue-là, et dès l'instant où on constate des actions assez de tricherie, ou même de fourberie, ouais, au sein de cette MINUSMA, tout ce qu'elle est en train de faire ne peut qu'être de la gesticulation. C'est une forme de vernis, tout simplement, pour donner le sentiment qu'elle servait la cause du peuple malien. À tout point de vue, la MINUSMA a véritablement échoué parce qu'elle n'a pas été capable de neutraliser, de stopper l'évolution justement des mouvements terroristes. Elle n'a pas été capable d'œuvrer de très bonne foi pour collaborer avec les dirigeants maliens en vue de définir des paradigmes d'une réconciliation véritable. Au contraire, on a le sentiment que la MINUSMA instrumentalise certains citoyens des groupes armés, voyez-vous, qui faisaient partie justement de l'accord d'Alger de 2015, pour en fait diviser le Mali, le sectionner et faire en sorte qu'on ait deux États. Et donc l'idée derrière tout cela, c'est que on ne veut pas d'un État fort dans ce Sahel-là, parce que le Sahel regorge suffisamment de ressources qui sont relativement convoitées par toutes ces puissances-là. Et donc, on ne peut pas imaginer, même un seul instant, que la MINUSMA, donc, qui est chapeautée par tous ces instruments dont j'ai parlé, pourrait contribuer à stabiliser le Mali et à faire en sorte que le Mali devienne un État fort. C'est pas possible. Alors, je m'en vais vous poser la principale question qui est d'ailleurs le thème de cette rencontre. Les jours de la MINUSMA sont-ils comptés aujourd'hui au Mali? Ils devraient être comptés. Ils devraient être comptés au regard de son résultat. Il devait être compté au regard des actes malveillants, des maladresses, des multiples écarts de comportement, des trahisons même, de la conspiration contre l'État malien et contre donc le peuple malien. Il devait être compté d'autant plus que le Mali montre qu'il est en train de s'organiser, il est en train de s'armer. Voyez-vous, il est en train de réorganiser, de restructurer son armée, de sorte qu'il puisse prendre en charge le destin du peuple malien. Dès ce instant-là, je pense, mais vous savez, toute l'histoire qui avait été racontée lorsque la force Barkhane partait du Mali, il nous avait été dit que, ben oui, il y aura du désordre, l'insécurité sera grandissante, etc. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui, presque un an après ce départ-là? Non. Donc c'est pour dire simplement que lorsque vous êtes face à une épreuve et vous savez que vous n'avez pas d'autre soutien, vous déployez votre énergie de désespoir et vous devenez plus percutant. Dans tous les cas, ils auront le mérite d'avoir décidé d'assumer leur destin, d'assumer leur sort par eux-mêmes, et on va les évaluer au bout mais du résultat tout court. Alors, si cette émission n'est pas renouvelée, que gardera-t-on de la MINUSMA? Mais on gardera que pendant longtemps, la communauté internationale a déployé des milliers de gens au Mali, dans le but, en principe, d'aider le Mali à sortir de l'ornière, donc de son instabilité, etc. Et que pendant plus de 10 années après, aucun résultat probant n'a été récolté. Et que, malheureusement, les puissances occidentales ont instrumentalisé justement cette MINUSMA pour essayer de saper les actions des gouvernants actuels, pour les diaboliser, pour les fragiliser, pour tenter même de diviser le Mali. Et donc, aujourd'hui, la question qui est posée, ou en tout cas le défi qui est lancé aux dirigeants maliens, c'est d'œuvrer pour l'unité de leur nation. C'est de faire en sorte que chaque citoyen, quel qu'il soit au Mali, soit conscient que le principal héritage, la seule richesse dont il dispose, c'est le Mali, en tant que pays. Et que chacun doit pouvoir apporter sa pierre, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, pour construire cette nation-là. Et une fois qu'il y a ce ferment-là, que cet écosystème où l'ensemble de la population a une conscience très avancée sur le besoin de cultiver un bien commun, je peux vous dire que tout ce qu'il y a comme gesticulation venant de l'extérieur sera largement superflu. Tout simplement parce que vous devez, le peuple malien commence à s'appartenir. Et à partir de cet instant-là, les dirigeants seront libres de leur choix stratégique, de leur choix de partenaire, de leur choix de collaboration avec tel ou tel État. En tant que pays souverain, c'est tout ce que nous demandons. Parce que nous ne pouvons avoir de fierté vis-à-vis d'un dirigeant que si nous avons confiance que cette personne-là ne peut pas se laisser percuter par des alliés extérieurs, par des gens qui sont tentés à chaque fois de les instrumentaliser au détriment justement des intérêts de leur pays. Voilà. Merci beaucoup, Luc Abaki, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de l'invité de ce jour. Merci également à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.